L'argent de poche, faut-il en donner ou non aux enfants? À partir de quel âge? On en parle ce soir. En Côte d'Ivoire, la commémoration aujourd'hui de l'attentat de Grand Bassam, 19 morts le 13 mars 2016. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Muriel Aouré attendue avec impatience aujourd'hui à Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La sprinteuse ivoirienne également championne du monde sur le 60 mètres féminin en salle va présenter sa médaille d'or à ses compatriotes. Distinction remportée à Birmingham en Angleterre le 2 mars dernier. Début aujourd'hui à Abidjan de la Semaine mondiale de l'argent 2018. Il s'agit d'inculquer une éducation financière aux populations, notamment les enfants, jeunes et autres personnes en situation de handicap. Justement, faut-il donner de l'argent de poche à son enfant? À partir de quel âge et combien donner? Quelle fréquence? Des questions au cœur des travaux de cette Semaine mondiale de l'argent 2018 dans la commune de Yopougon. On en parle avec Dangui Dangui. Nombreux sont les jeunes à qui les parents donnent un fonds géré sous forme d'argent de poche. Même si le montant de l'argent de poche qu'ils reçoivent varie d'un enfant à un autre, l'initiative, elle, présente de nombreux avantages selon les jeunes. On me donne l'argent de poche. Combien? Pour au moins 500 dans la semaine. C'est une bonne chose, ça permet de faire mes petits trucs sur le lycée. Si elle fait, je peux prendre aussi pour manger. Le reste, je peux garder pour la semaine à venir. C'est important parce que si les filles comme moi n'ont pas d'argent de poche, ça peut les emmener à la prostitution parce qu'elles seront en manque. Bon, chaque fin du mois, je reçois 30 000 francs. Parfois, comme on a des fascicules, ça me permet aussi de tirer un peu mes fascicules. Mais tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir de l'argent de poche pour une raison ou une autre. Moi, personnellement, je ne reçois pas d'argent de poche. C'est selon les conditions de la maison, en fait. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le transport, voilà, l'école. Voilà, et puis, arriver à l'école, il y a certains trucs comme, par exemple, vous pouvez faire les photocopies, vous devez participer à certaines cotisations inattendues, tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? La question divise les parents. Je préfère donner l'argent de poche par jour. Parce que des fois, quand tu vas donner tout en même temps, des fois la personne peut tout gaspiller et puis la personne va venir dire que l'argent là, ça a marqué. À cette ère-là, il faut vraiment donner de l'argent aux enfants. À notre temps, on n'avait pas besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour les enfants. Quand tu lui donnes, mais il faut lui dire comment il faut gérer. Tous les enfants ont besoin d'argent. Et quand tu ne donnes pas, c'est pour aller voler. Vous voyez, c'est pour aller voler. Alors, il faut éviter ça. La position des promoteurs de la semaine de l'argent est claire. Il ne faut pas seulement donner de l'argent de poche aux enfants. Mieux, il faut leur donner une éducation financière. Lorsque vous donnez de l'argent chaque matin à votre enfant, en fait, vous lui dites indirectement, tiens, va dépenser. Et donc, vous créez en lui, on va dire, la culture des dépenses. Il faut donc donner ses compétences, ses connaissances dès le jeune âge. Permettre à l'enfant, effectivement, d'acquérir, on va dire, une structuration solide, une amélioration de sa relation avec les questions d'argent très tôt. Connaître l'argent, grandir avec ses connaissances et compétences pour devenir plus tard, je vais dire, un consommateur financier avisé. Une problématique inscrite au menu de la Semaine mondiale de l'argent qui s'est ouverte ce mardi sur le thème « L'importance des questions d'argent » et qui vise entre autres à sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité d'une éducation financière inclusive et équitable pour les personnes en situation de handicap. Avis aux candidats aux 379 concours d'entrée dans la fonction publique ivoirienne. Les inscriptions en ligne vont démarrer demain, mercredi 14 mars 2018. Plus de 9000 postes budgétaires prévisionnels. Les frais d'inscription, faut-il le préciser, sont maintenus à 23 500 francs CFA. Dans l'actualité nationale également, la 10e édition du marché des arts et du spectacle africain. C'est au Palais de la Culture de Trècheville. En attraction, le groupe de joueurs de balafon de la région de la Bagoué. Ces balaphonistes ont montré leur talent. C'est un reportage de Serge Coléa.
le message de la paix. Et c'est ce que nous lançons en Bambara. Il s'appelle Berté Zanga, de son nom d'artiste, le coq de la Bagoui. C'est lui qui donne le ton du spectacle, offert par le groupe Yegele Niyale. Ces maîtres du balafon, venus de Kouto dans le département de Boundiali, prennent ensuite le relais pour distiller des notes pures qui témoignent de toute l'essence de la culture des Sénoufo de Côte d'Ivoire. En attendant de monter sur scène, Koné Sionfolo, chef d'orchestre et artiste fabricant de balafon, ainsi que ses hommes, égayent les visiteurs du Palais de la Culture. Mon rêve, c'est avoir une école de balafon, enseigner les enfants pour ne pas que la culture perde. Valoriser le balafon de Côte d'Ivoire, instrument de musique traditionnelle classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, telle est la vision de Yegele Niyale. Le groupe a le soutien du président du conseil régional de la Bagoui, qui se réjouit de ce passage au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. La culture du balafon n'est pas que le fait de taper, c'est des messages qui sont donnés, c'est des enseignements qui sont donnés. Et l'école du balafon, c'est apprendre aussi au monde comment pouvoir jouer ce balafon. Notre frère qui est là, non seulement il en fabrique, il en joue et il enseigne. Le Yegele Niyale se produit le jeudi 15 mars à la place Inch'Allah de Koumassi et le vendredi 15 à Yopougon Figayo dans le cadre du Massa Festival. 38 morts dans un accident de bus survenu hier dans le nord de l'Éthiopie. Le véhicule a fait une sortie de route. On dénombre également 10 blessés. La plupart des victimes sont des étudiants d'université. Le Nigeria confronté à une grave épidémie de fièvre de Lassa. Cette affection proche de Ebola a déjà fait plus de 100 morts depuis 2017. Équipés de masques et de combinaisons intégrales, ces médecins viennent de soigner des malades de la fièvre Lassa. Ce virus, de la même famille qu'Ebola, fait des ravages au Nigeria. Une nouvelle épidémie a déjà fait 110 morts depuis janvier. Dehors, les familles attendent avec angoisse. Wilson a perdu sa femme il y a quelques jours. Sa petite fille de 3 ans, malade elle aussi, est confinée à l'isolement. Quand ma femme est tombée malade, 2 jours après, on l'a enterrée. Parce qu'elle avait les mêmes symptômes que la fièvre de Lassa, mais nous ne le savions pas parce qu'elle était enceinte. Plus de 350 cas ont déjà été confirmés au Nigeria. Dans l'état d'Edo, au sud du pays, les patients affluent à l'hôpital d'Iroua. La fièvre hémorragique Lassa reste méconnue dans cette région pauvre et rurale, la plus touchée par l'épidémie. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant. Depuis fin février, le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Dans cet institut de recherche, des échantillons de la fièvre Lassa arrivent de tout le pays. C'est le seul laboratoire au Nigeria à pouvoir diagnostiquer la maladie en 24 heures, avec des chercheurs venus du monde entier. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles pour éviter la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que l'on doit se laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. La fièvre Lassa se transmet par les excréments des rongeurs et entre les hommes par les fluides corporels comme l'urine ou le sang. Mais les scientifiques étudient toujours les causes de cette épidémie et de sa propagation rapide. La guerre fait rage en Syrie depuis 2011. Le conflit a fait plus de 350 000 morts, dont 20 000 enfants, selon des chiffres publiés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les États-Unis ont présenté aujourd'hui aux Nations Unies un nouveau projet de résolution pour une trêve immédiate dans le pays.
En images, des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires après les fusillades meurtrières survenues aux États-Unis. Plusieurs écoles se sont donc équipées de tableaux pare-balles. Retour en Côte d'Ivoire, une attaque s'est déroulée la nuit dernière à Bangolo, dans la région du Guémon. Des inconnus à moto ont ouvert le feu sur des gendarmes et éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Bilan, un mort et un blessé. La Côte d'Ivoire qui commémore aujourd'hui l'attaque du 13 mars 2016. Des terroristes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique ont pris d'assaut la plage de Grand Bassam. Bilan, 19 morts, dont 3 soldats des forces ivoiriennes. Zélie Kayoura revient sur ce dimanche noir. La Côte d'Ivoire, attaquée pour la première fois par les terroristes, c'était le 13 mars 2016 à Grand Bassam, ancienne capitale coloniale et station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Abidjan. Ce jour-là, à 12h25 heure locale, ce petit paradis se transforme en enfer. Des terroristes lourdement armés prennent d'assaut une plage. Ils ouvrent le feu sur des personnes en train de se baigner. 3 autres sites hôteliers à proximité sont visés. 45 minutes après le début de l'attaque, les forces spéciales ivoiriennes interviennent. L'affrontement est bref, 3 assaillants tués ainsi que 3 membres des forces spéciales. 3 jours après l'attaque, le corps d'une victime est retrouvé sur la plage. L'on enregistre officiellement 19 morts, dont 3 membres des forces spéciales ivoiriennes et 33 blessés. Un deuil national de 3 jours est décrété, de même que le renforcement de la sécurité et de la surveillance aux frontières. L'attentat est revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, en réponse à l'opération anti-djihadiste au Sahel menée par la France et ses alliés. La Côte d'Ivoire, alliée à la France par l'opération Licorne lancée en 2002. Il en reste en janvier 2015 550. Ces derniers sont affectés aux forces françaises réservoirs pour les opérations dans la région, en particulier Barkhane qui lutte contre le terrorisme. Elle participe aussi à la force de l'ONU au Mali. Grâce à la coopération entre les différents services de renseignement ouest-africains, mais aussi français, algériens et marocains, les enquêtes dans l'attaque de Grand Bassam ont conduit à l'arrestation de 38 personnes en tout, dont 26 en Côte d'Ivoire, 6 au Burkina Faso, 4 au Mali et 2 au Sénégal. Le présumé cerveau de l'attaque, Mimi Ould Baba Ould Cheikh, est arrêté par les forces françaises de l'opération Barkhane dans le nord du Mali. Identifié comme le chauffeur et bras droit du cerveau de l'attaque, Kounta Dalla, lui-même visé par un avis de recherche des autorités ivoiriennes. Mimi Ould Baba Ould Cheikh aurait reconnu avoir supervisé l'attaque, organisé le transport des exécutants, le transport aérien des armes du Mali vers la Côte d'Ivoire et la mise en route des véhicules des présumés djihadistes. 2 militaires ivoiriens ont aussi été condamnés à 10 ans de prison par le tribunal militaire pour association de malfaiteurs et violation de consignes. Malgré ces avancées, 2 ans après l'attaque, un homme manque à l'appel. Son visage, capté par les vidéosurveillances de l'aéroport d'Abidjan, est présenté comme le suspect numéro 1 du premier attentat de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Kounta Dalla n'a toujours pas été arrêté. Très bonne soirée à tous sur RTI2.